Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de management sciences de gestion et numérique. La problématique d'aujourd'hui, comment fédérer et motiver les acteurs de l'organisation. Pour commencer, il faut bien avoir conscience qu'au sein d'une organisation, il y a une multitude d'acteurs différents. Tous ces acteurs ont des rôles différents à jouer et vont donc avoir des intérêts différents. Les actionnaires investissent des fonds, ils financent l'activité de l'entreprise. Leur intérêt est donc que leurs investissements soient rentables, autrement dit, qu'ils rapportent des dividendes. Les dirigeants de l'organisation sont en charge d'établir la stratégie, c'est-à-dire de définir les objectifs à long terme et les moyens nécessaires pour les atteindre. Les dirigeants sont les garants de la performance de l'entreprise. Les cadres, eux, sont en charge du management opérationnel. Ils mettent en œuvre concrètement les orientations stratégiques. Ils organisent, coordonnent le travail de leurs services et assurent un lien entre le terrain et la direction. Ils sont les garants de la performance de leurs équipes. Les employés, les ouvriers, assurent la production de biens et de services. Leurs intérêts principaux sont d'avoir de bonnes conditions de travail, de percevoir un salaire correspondant à leur niveau de compétence. Les syndicats et les représentants du personnel ont pour mission de défendre les intérêts des salariés et de négocier avec la direction quand cela est nécessaire. Ils sont élus lors des élections professionnelles. Les intérêts de tous ces acteurs peuvent être divergents ou convergents. On dit que les intérêts sont divergents quand ils s'opposent les uns aux autres. Cela peut être source de conflits individuels ou collectifs, et cela peut conduire à une dégradation du climat social de l'organisation, voire à des mouvements sociaux comme des grèves. Il est alors nécessaire de trouver des compromis. Les intérêts des acteurs sont convergents quand ils vont dans le même sens, que les intérêts sont communs. Les acteurs ont alors des relations plus partenariales. Malgré la diversité des acteurs, de leurs rôles et de leurs intérêts, comment assurer la cohésion des équipes au sein de l'organisation? Elle peut agir sur différents leviers. Tout d'abord, en essayant de développer une culture d'entreprise. Il s'agit d'un ensemble de connaissances, de valeurs et de comportements qui facilitent le fonctionnement d'une organisation en étant partagé par la plupart de ses membres. Cette culture peut s'appuyer sur différents éléments. L'histoire de l'entreprise et ses mythes. L'entreprise Apple, par exemple, avant de devenir un géant du numérique, aurait démarré dans le garage de son fondateur. La culture d'entreprise peut s'appuyer sur des personnages marquants, comme l'était Steve Jobs chez Apple. Considéré comme un génie du marketing par certains ou un gourou par d'autres, c'était en tout cas un personnage fédérateur dans son entreprise. Elle peut s'appuyer également sur des symboles forts, des produits phares qui ont fait le succès et la notoriété de l'entreprise. Les rites, les coutumes, les moments de convivialité organisés régulièrement sont également des éléments importants. Enfin, la culture d'entreprise peut également s'appuyer sur les valeurs et sur la philosophie qui fondent l'identité de l'organisation. Chez Apple par exemple, on les retrouve dans le slogan Think Different qui invite les salariés comme les consommateurs d'ailleurs à sortir des sentiers battus, à tracer leur propre voie, leur propre chemin en se différenciant des autres. Il s'agit d'être créatif, innovant et de croire en ses idées. La cohésion au sein de l'entreprise passe également par l'adaptation de la manière de manager les équipes, autrement dit du style de direction. On en distingue quatre. Le premier, le style autoritaire. Le dirigeant prend seul les décisions et les fait exécuter par ses subordonnés. Il prend des sanctions en cas de manquement. Il s'agit d'une manière de diriger fondée sur la hiérarchie. Le style paternaliste. Le dirigeant prend seul les décisions mais se veut plus proche de ses équipes. Le management est également fondé sur l'autorité hiérarchique du dirigeant mais qui se veut moins strict. Un système de sanctions-récompenses peut être mis en place. Le style consultatif. Le dirigeant accorde davantage de confiance à ses subordonnés qui sont régulièrement consultés pour donner leur avis lors de la prise de décision. Il favorise le travail d'équipe et l'implication de tous. Enfin, le style participatif. Le dirigeant encourage les salariés à participer activement à la gestion de l'organisation. Les équipes sont responsables et autonomes, elles peuvent prendre elles-mêmes un certain nombre de décisions. Si la cohésion est un élément indispensable, l'entreprise va chercher à aller un petit peu plus loin en faisant en sorte de développer la coopération entre ses membres. Il s'agit de développer un esprit d'équipe et de mettre en commun les compétences de chacun afin de créer des dynamiques de groupe et des synergies, dans l'idée qu'en travaillant en équipe, on va un petit peu plus loin qu'en additionnant simplement les contributions de chacun. C'est l'idée qu'un plus un permet d'aller plus loin que deux.
Pour favoriser la coopération des équipes, l'entreprise peut utiliser différentes techniques. Les réunions, qui permettent aux équipes de se rencontrer, d'échanger des idées et de favoriser la circulation de l'information. Les groupes projets permettent de faire travailler des personnes exerçant des métiers différents dans l'optique d'atteindre un objectif commun. L'idée étant de s'appuyer sur la diversité des points de vue et des compétences spécifiques de chaque métier. Les outils collaboratifs permettent de faciliter les échanges grâce à des espaces numériques de travail, des réseaux sociaux d'entreprise, des agendas partagés, des chats, etc. Enfin, les communautés de pratique réunissent des personnes partageant un même domaine d'expertise afin de favoriser le partage des connaissances et des pratiques. Au-delà de la cohésion et de la coopération, l'organisation a tout intérêt à développer la motivation de ses collaborateurs. En s'investissant pleinement dans leur mission, ils gagneront en performance et ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'organisation. On distingue deux types de facteurs de motivation. Les facteurs internes qui vont être liés à la personnalité même du salarié. Il va trouver sa motivation dans le fait qu'il aime son travail, qu'il aime que son travail soit bien fait. On parle de conscience professionnelle. Elle peut venir du fait qu'il ait envie d'atteindre ses objectifs, de se sentir utile, de gagner en compétences, etc. Deuxième type de facteur, les facteurs externes. Ici, le salarié va trouver sa motivation dans une sorte de récompense, qu'elle soit promise ou espérée. Il peut s'agir de la reconnaissance, des félicitations de son employeur, du statut social que lui procure son métier, de la possibilité d'avoir une promotion, de voir sa carrière évoluer, d'obtenir un avantage en nature ou financier par exemple. Pour développer la motivation de ses équipes, l'organisation va pouvoir actionner des leviers monétaires. Augmentation de salaire, prime sur objectif, pourcentage sur les ventes ou encore avantages en nature comme l'attribution d'un véhicule de fonction par exemple. Elle va pouvoir également actionner des leviers non monétaires. Pour motiver ses salariés, l'organisation va pouvoir leur accorder davantage de confiance, d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution de leur mission. Elle peut développer les possibilités d'accès à des formations pour par exemple avoir l'opportunité d'évoluer professionnellement, etc. Tous ces éléments vont agir sur la qualité de vie au travail. Il s'agit du sentiment de bien-être ou au contraire de mal-être des salariés. Les indicateurs utilisés pour mesurer cette qualité de vie au travail vont chercher à mesurer l'épanouissement professionnel. Ils vont évaluer la qualité des conditions de travail et l'ambiance de travail. Elle va également dépendre des perspectives que l'organisation est en mesure de proposer à ses salariés. Cette notion est un élément essentiel de la gestion des ressources humaines. Améliorer la qualité de vie au travail doit être perçu comme un investissement et non comme une dépense. En effet, la qualité de vie au travail permet de limiter le turnover des salariés, c'est-à-dire le nombre de salariés qui quittent l'entreprise et qu'il faut remplacer en recrutant et en formant de nouveaux collaborateurs, cela pouvant s'avérer long et coûteux. Elle permet également de favoriser l'engagement des salariés, autrement dit leur implication et donc au final leur performance. Enfin, un salarié heureux est un salarié plus créatif, plus innovant, qui pourra être force de proposition pour l'organisation. Vous l'aurez compris, tous ces éléments vont influencer la marque employeur, pour reprendre un terme déjà évoqué dans ce cours. Si l'on résume ce que l'on vient de dire, il existe une multitude d'acteurs au sein de l'organisation qui ont des rôles différents. Leurs intérêts peuvent être divergents ou convergents. Malgré cette diversité des intérêts, l'organisation doit assurer la cohésion de ses membres. Pour cela, elle peut s'appuyer sur la culture d'entreprise et adapter son style de direction. Pour gagner en efficacité, l'organisation va faire en sorte de développer la coopération de ses équipes. Elle peut utiliser différentes méthodes. Les réunions, les groupes projets, les outils collaboratifs offerts par le numérique, les communautés d'experts par exemple. Cette recherche de performance va également passer par la motivation des collaborateurs, qui peut être liée à leur personnalité ou à des récompenses. Les leviers monétaires et non monétaires de la motivation vont impacter la qualité de vie au travail, qui est un élément crucial de la marque employeur de l'organisation. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce cours et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en management, sciences de gestion et numérique.